ce webinaire de l'Institut Nutrition. Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire de l'Institut Nutrition. On va laisser le temps aux participants de se connecter et puis je vous présenterai l'équipe qui va animer ce webinaire. Vous êtes plus de 220, 230 personnes à être inscrites ce matin, donc soyez tous les bienvenus. Je vois le nombre de participants qui s'approchent. Après, c'est vrai que 11h30, ça arrive très vite. Donc, on a beaucoup de choses très passionnantes à vous partager. Je vais commencer peut-être sans attendre pour qu'on ait le temps d'aller jusqu'au bout des résultats du baromètre. Je vais commencer par représenter les structures qui sont représentées, les structures et personnes qui sont représentées autour de la table. Donc, moi, je suis Anne Moreau. C'est pas très correct de commencer par soi, mais comme c'est moi qui ai la parole, je vais le faire quand même comme ça. Je suis déléguée générale de l'Institut Nutrition. L'Institut Nutrition a été créé en 2020. C'est la fondation du groupe Restalliance, la fondation d'entreprise du groupe Restalliance, dont la mission est d'innover pour le plaisir et la santé des mangeurs fragiles. Nous sommes là aujourd'hui pour partager avec vous les résultats du baromètre de l'alimentation des seniors à domicile. Et donc, je suis accompagnée de ma collègue Mathilde Simonin à ma droite, qui a porté le volet quali. Oui, c'est le volet qualitatif de l'étude et du baromètre. Et j'accueille également aujourd'hui Nathalie Paquet, qui travaille chez World Panel by Numerator, qui a été en charge de toute la partie quanti et de l'analyse des résultats. Je profite de ce début de webinaire pendant que les derniers participants nous rejoignent. Bonjour et bienvenue à tous. Pour saluer les partenaires qui nous ont permis, par leur coup de pouce financier, de produire ce baromètre. En premier lieu, notre partenaire principal qui est la FEAP. Et je remercie également Bell Food Service et les équipes de NutriSense. Voilà, comme encore une fois, c'est très riche tout ce qu'on a à partager et que le replay sera disponible, je propose de donner la parole à Nathalie qui va nous conduire pour cette heure d'échange et de webinaire autour des résultats du baromètre de l'alimentation des seniors. Il y a déjà le contexte, ça c'est pour toi. C'est pour moi. Alors, effectivement, juste la genèse de ce baromètre, c'est moi qui garde la main encore. C'est vraiment, on a fait le constat à l'Institut Nutrition qu'on était en capacité de dire les personnes, les seniors arrivent à l'EHPAD, ils sont très largement, pour la plupart dénutris, ils arrivent de plus en plus tard. Et en même temps, on ne sait pas bien ce qui se passe au domicile. On sait juste qu'on a 400 personnes âgées au domicile qui sont touchées par la dénutrition, mais on ne sait pas quelles sont les routines, on ne sait pas ce qui se passe. Et quand on met en parallèle ce risque de dénutrition et ses conséquences sur la santé et le fait que les Français ont à 94% envie de déclarent qu'ils ont envie de vieillir chez eux, alors on s'est dit qu'il y avait une opportunité ici pour l'Institut, avec ses partenaires, de produire de la connaissance pour mieux percevoir quels sont les besoins et les attentes des seniors en matière d'alimentation au domicile. Et c'est la genèse du coup de ce beau projet. Alors, les objectifs, effectivement, c'est de comprendre les routines alimentaires des seniors. Vous allez voir, c'est très riche et très précis, les données qu'on a pu récolter. D'identifier les besoins, les attentes des seniors et avec la particularité d'avoir ciblé les seniors de 65 ans et plus au domicile en situation d'autonomie pleine et aussi à travers la voix des aidants, des moins autonomes et de ceux qui ont besoin d'aide. Donc, c'est une méthodologie qui va vous être présentée qui est tout à fait spécifique et qui a été conçue de façon sur mesure pour donner des résultats vraiment les plus pertinents possibles. Au-delà de produire de la connaissance, évidemment, l'enjeu, c'est de se questionner sur comment on fait pour accompagner mieux les seniors au domicile dans leur alimentation. Et donc,
notre enjeu à la fin, c'est de permettre de bien vieillir au domicile et de prévenir les risques de perte d'autonomie et de dénutrition. Et donc, à la fin de ce webinaire, on va pouvoir élargir sur des pistes de réflexion. Merci Anne pour l'introduction. Je reprends la main en ce qui concerne la présentation de la méthodologie. Donc nous, on a opté pour une double approche. Donc à la fois pour une étude quantitative et une étude qualitative. L'étude quantitative, elle a été menée avec Worldpanel, donc ex-Kantar, pour mesurer et quantifier tout ce qui est comportement alimentaire, les difficultés que rencontrent les seniors au domicile et leurs besoins. Et on a décidé de compléter ça avec une étude qualitative qui a été menée par l'Institut Nutrition pour aller comprendre et explorer les habitudes, les besoins et les freins de nos seniors. Et je te passe la main, Nathalie, pour la présentation de l'étude quantitative. Merci. Bonjour à tous. Donc, en effet, chez Worldpanel, on a mené la partie quantitative de cette étude grâce à 2 solutions. Une première solution qui est notre carnet de consommation qui traque en continu la consommation des Français à leur domicile. L'idée étant de comprendre comment s'organise la consommation des différents produits au cours de la journée à travers différents moments de consommation. Et ensuite, de comprendre comment ces repas sont préparés et surtout qu'est-ce qu'il y a dans l'assiette. Ce carnet de consommation, il est en continu, donc ce qui nous permet d'avoir une représentativité des 52 semaines de l'année et de ne pas booster un plat en particulier, mais d'avoir vraiment une full picture d'une année complète. En parallèle de ça, puisqu'on n'a pas toutes les informations dans ce carnet de consommation, on a interrogé via un questionnaire personnalisé et construit sur mesure avec Institut Nutrition 2 populations. Des seniors autonomes qui sont non actifs, qui n'exercent plus d'emploi, mais qui ont plus de 65 ans, qui sont toujours à la maison. On en a interrogé 541. Et on a interrogé une deuxième population qui sont des aidants, donc des personnes qui, soit quotidiennement ou soit de façon hebdomadaire, vont aider un senior dans leur entourage qui perd en autonomie. Et à travers ce questionnaire, l'objectif était de comprendre mieux le rapport à l'alimentation de ces 2 cibles, voir si aujourd'hui il y avait des contraintes ou des freins potentiels ou des idées reçues sur l'alimentation auprès de ces 2 populations. Et en parallèle, donc, on a mené une étude qualitative avec des entretiens qui durent environ 45 minutes directement au domicile de seniors autonomes pour vraiment avoir une immersion réelle dans leurs habitudes alimentaires. On a interrogé environ une vingtaine de seniors de 65 ans et plus non actifs autonomes via un guide d'entretien qu'on a travaillé, composé d'une 50aine de questions ouvertes. Donc là, l'objectif, c'est vraiment d'aller explorer leurs habitudes et d'aller illustrer les propos qu'on a quantifiés dans l'étude quantitative. Et je passe la main à Nathalie pour la présentation des résultats que je viendrai compléter avec des petits extraits de l'étude qualitative. Donc, en effet, avec Mathilde, on a organisé cette présentation en 3 parties que vous voyez s'afficher sur l'écran. La première partie va vraiment avoir pour objectif de vous présenter les 2 cibles qu'on va analyser, cette cible de seniors autonomes et cette cible de seniors non autonomes qu'on va pouvoir toucher à travers les yeux des aidants. Et on va voir que, bien sûr, l'organisation des repas, l'organisation des courses, elle va changer en fonction du niveau d'autonomie de nos 2 cibles de seniors. Dans une deuxième partie, on va rentrer chez eux, on va voir du coup comment s'organisent leurs repas, que ce soit les 3 repas principaux, mais aussi les pauses alimentaires qu'on peut faire le matin, l'après-midi ou le soir. On va voir que c'est des populations qui ont tendance à prendre beaucoup de pauses justement pour aller compléter leur alimentation. Et dans une troisième partie, on va creuser la partie plus difficulté du quotidien auquel doivent faire face ces seniors, voir aujourd'hui les besoins auxquels vous pouvez répondre et les solutions que vous pouvez leur apporter pour les aider dans leur quotidien. Donc, cette première partie, pour mieux comprendre qui sont nos 2 cibles. Donc, nos seniors autonomes de 65 ans et plus, il faut savoir que c'est majoritairement des petits foyers. Vous avez plus de la moitié d'entre eux qui vivent seuls chez eux et 45% qui vivent à 2. Le delta, bien sûr, c'est qu'ils vivent plus nombreux. On a des petits foyers qui sont atypiquement situés en grande ville, que ce soit en agglomération parisienne ou dans des villes de 100 000 habitants. Et du fait d'être sur une structure de petits foyers, atypiquement, on est sur des revenus confortables. J'insiste bien sur cette notion d'atypisme parce qu'on compare
à la moyenne française. La moyenne française, vous allez avoir des foyers souvent avec des enfants plus nombreux, donc forcément plus de bouches à nourrir, donc des revenus qui sont moindres, ou même des populations plus jeunes qui sont en train de s'installer, qui investissent peut-être dans des crédits et autres, donc forcément, ils ont des moyens qui sont plus limités. Ces seniors, où est-ce qu'ils vont faire leurs courses ? Très majoritairement, ils vont faire leurs courses dans ce qu'on appelle des circuits généralistes, donc en hypermarché et en supermarché. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas les retrouver, encore une fois, atypiquement dans des plus petites surfaces ou dans des commerces de proximité, donc dans des petites supérettes qu'on va beaucoup retrouver d'ailleurs en grande ville, ou dans des marchés ou dans des commerces indépendants. On va les retrouver atypiquement dans ce type de circuit, mais il faut quand même savoir que la majorité des volumes d'achat se font en hypermarché, supermarché. Et en effet, c'est quelque chose qu'on a retrouvé dans l'étude qualitative, le fait que les seniors effectuent leurs courses dans des marchés, même si ça reste occasionnel, c'est en particulier pour acheter des produits frais. Donc là, par exemple, on a un verbatim d'une femme de 76 ans qui vit en couple. Parfois, j'aime bien aller au marché pour acheter des produits frais. En ce qui concerne l'activité des courses, elle suscite un avis partagé en fonction des seniors. C'est aussi une donnée qu'on a extraite. C'est vrai que certains la voient comme un moment agréable aussi de sociabilisation où ils peuvent choisir leurs produits, mais d'autres la voient aussi plus comme une contrainte finalement qu'un plaisir. Par exemple, on a une femme de 78 ans qui vit seule qui nous dit « Non, parce que je n'aime pas perdre mon temps dans les magasins ». Et qu'est-ce qu'ils mettent dans leur panier de courses, les seniors autonomes ? Ils vont mettre atypiquement des produits bruts et frais. Ils vont vraiment privilégier ce type de produits. 28% des volumes d'achat vont se faire sur ces produits frais. Quand on parle de produits frais, on parle de fruits et légumes, on parle de viande fraîche, on parle de fromage qu'on va trouver à la coupe. Et vous voyez un indice en vert, un indice 136. Donc, ça veut dire que ce poids de 28%, il est 1,3 fois plus important que dans le panier moyen des Français. Donc, on a une tradition de ces seniors de 65 ans et plus qui est d'encore beaucoup utiliser de matières brutes pour pouvoir se nourrir. À l'inverse, quand même la grosse part de leurs achats, ça va être des produits emballés qu'on va trouver en frais libre-service, 72% de leur volume. Mais vous voyez que là, l'indice est en dessous de 100, donc c'est moins présent dans leur panier. Ce qu'on va retrouver par contre en produits frais emballés atypiquement dans leur panier, ça va être tout ce qui est produits de crèmerie. Donc, on va retrouver du fromage préemballé, des yaourts, du beurre, qui vont aussi, au fond, être des produits bruts qui vont leur permettre de cuisiner. Si on regarde maintenant notre deuxième population, c'est les aidants. Pour pouvoir aller interroger cette cible de seniors non autonomes qui n'ont pas la possibilité de répondre en ligne à nos questionnaires, on est allé identifier des aidants. Et il faut savoir qu'ils sont en moyenne 25% en France, ces aidants, c'est-à-dire des personnes qui aident une personne âgée dans leur entourage, dans leur quotidien. Alors, ils le font pas seuls, ils sont souvent accompagnés. 61% d'entre eux aident ces personnes soit avec un autre proche, soit avec un professionnel. Mais à l'inverse, vous avez quand même 40% d'entre eux qui les aident seuls. Quand on regarde sur quoi ils les aident, on avait interrogé sur plusieurs éléments. Ça pouvait être de l'aide sur des papiers administratifs, ça pouvait être de l'aide pour les transporter à un rendez-vous médical. Mais on s'est interrogé bien sûr à deux éléments qui sont l'aide à préparer des repas, qui reste vraiment très mineur, et l'aide à faire les courses, qui reste vraiment la majorité. 12% d'entre eux aident cette personne dans leur quotidien pour aller faire des courses. Quand on regarde le profil de ces aidants, on suppute quand même que c'est souvent les enfants de ces seniors non autonomes parce qu'on est aussi bien sur des hommes que des femmes, mais on est sur des personnes de 50 à 64 ans. Et là encore, plutôt des petits foyers du fait de leur âge. En quoi ils aident en fait ces seniors non autonomes dans leur quotidien ? On va voir qu'ils les aident essentiellement pour pallier en fait à un manque de mobilité ou un manque de force. Les 3/4 des aidants nous déclarent qu'en fait, la personne qu'ils aident a une mobilité réduite. Ils ne peuvent plus se déplacer jusqu'au magasin, ils ne peuvent pas conduire ou marcher. Et presque 70% aussi ne peuvent pas en fait transporter leurs courses. Ça va être trop lourd à porter pour eux. Donc, c'est une aide vraiment importante et majeure de ces seniors autonomes. En revanche, on peut voir qu'il y a peu de difficultés à choisir ces produits. Seulement 1/4 de ces seniors non autonomes ne savent pas trop quoi acheter en termes d'alimentation pour bien manger. Donc, ça ne va pas être le besoin majeur de cette cible. Maintenant qu'on vous a présenté du coup ces deux cibles, on va aller creuser comment en fait se passe une journée type de repas pour ces seniors autonomes et non autonomes.
Sur les seniors autonomes, donc de 65 ans et plus, déjà ayez en tête que manger, c'est un vrai plaisir. Ils sont les 2 tiers à nous dire qu'ils estiment manger par plaisir et qu'ils aiment aussi cuisiner. Ce n'est pas une corvée pour cette génération. Et d'ailleurs, 90% d'entre eux nous disent qu'ils sont satisfaits, voire très satisfaits par leur alimentation. Donc, on est sur une cible d'autonomes très enjouée dès qu'on leur parle de ce sujet. En effet, c'est aussi quelque chose qu'on a retrouvé dans l'étude qualitative, le plaisir de manger, le plaisir de cuisiner. Par exemple, on a un senior qui nous dit « je mange par plaisir, mon plaisir est quotidien ». On a aussi un fait intéressant, beaucoup parlaient de plaisir accentué lorsqu'il y avait du lien social, par exemple lorsque la famille était présente au repas ou que les amis venaient à la maison. Voilà, on a un verbatim assez atypique qui dit « le vrai plaisir, c'est avec des amis ». Comment se passe l'organisation de leur repas? Donc là, vous avez sur la gauche les seniors autonomes, où vous voyez qu'il y a un poids très important des 3 repas principaux. Dans 9 cas sur 10, ils prennent un petit déjeuner. Dans 9 cas sur 10, un déjeuner. Dans 9 cas sur 10, un dîner. Donc les seniors autonomes ont une alimentation très centrée autour des 3 repas principaux. En regard, vous voyez la population de seniors aidés. Et vous voyez que même si elle reste majoritaire, la part en fait des 3 repas principaux, elle est plus faible. Dans 7 cas sur 10, ils vont prendre un petit déjeuner, un déjeuner ou un dîner. Donc, notre hypothèse, c'est que dans 3 cas sur 10, ils vont faire sauter l'un de ces repas principaux. En dessous, vous voyez la part des collations, en fait, des pauses qu'ils peuvent prendre dans la journée. Et là, c'est assez clair. Le poids des pauses est beaucoup plus important sur nos seniors aidés. Donc, on peut penser qu'ils vont compenser, en fait, les prises aux repas principaux par des pauses, soit peut-être parce qu'ils ont des petites portions au moment des repas principaux, soit tout simplement parce que comme ils ont fait sauter leur petit déjeuner, ils vont compenser par une collation du matin vers 10-11 heures. Donc, on a des seniors autonomes qui sont quand même centrés sur ces 3 repas principaux et par contre des seniors aidés qui vont beaucoup plus fractionner la prise d'alimentation tout au long de leur journée. Ici, un petit point d'approfondissement qui vient de l'étude qualitative. On a demandé aux seniors comment ils vivaient le fait de prendre un repas seul. Donc ici, on a divisé les personnes qui vivent seules des personnes qui vivent en couple pour qu'il forcément il y a une différence. Pour les personnes qui vivent seules et donc qui mangent seules par habitude, on va dire, elles nous disent que ce n'est pas forcément un problème, qu'elles y sont habituées, que ça ne les dérange plus vraiment, même si évidemment, il y a eu un moment d'acclimatation parce qu'au début, ça générait un gêne. Elles émettent quand même une préférence, évidemment, pour les repas partagés. La chose intéressante ici, c'est qu'elles nous disent qu'elles allument beaucoup tout ce qui est télévision ou radio pendant les repas. D'ailleurs, on le voit sur la photo d'une cuisine juste à droite où un écran est présent dans la cuisine. Donc ça, c'est vraiment pour aller créer une ambiance sonore et ressentir en fait une forme de présence pendant le repas. Pour les personnes qui mangent, qui ont l'habitude de manger en couple et auxquelles on demande de se projeter si elles mangeaient seules, beaucoup soulignent que c'est pas exactement pareil. Elles ont eu beaucoup de mal à se projeter par rapport à cette question-là. Et elles avouent que forcément, ça induit un changement dans leurs habitudes alimentaires, qu'elles préparent moins leurs repas et qu'elles mangent plus souvent en présence de médias, par exemple. On leur a demandé aussi quels étaient leurs aliments préférés sur la base d'une liste d'une vingtaine d'aliments en liste fermée. Ce qui est à retenir, c'est qu'on est sur une génération qui varie beaucoup en fait. Les 2 cibles ont des préférences alimentaires communes. Vous allez retrouver beaucoup de produits bruts, des fruits et légumes, du fromage, des œufs, des laitages. Mais ce qu'on peut quand même noter, ce qui est intéressant, c'est qu'on a le sentiment que des seniors autonomes varient plus parce qu'on voit des niveaux d'attribution qui sont plus forts sur l'ensemble du coup des aliments. Et aussi, on voit 2 aliments, deux groupes d'aliments qui émergent et qu'on voit beaucoup moins chez les seniors aidés, qui vont être les féculents, les riz, les pâtes et tout ce qui va être produit à base de céréales et de pain qui vont être plus présents. Donc, on peut s'imaginer que les seniors aidés ont plus de difficultés à digérer ce type d'aliments ou peut-être plus de difficultés à mastiquer.
Donc des seniors aidés qui vont privilégier des repas, des aliments un peu plus légers, un peu plus simples. Et on voit typiquement notamment les soupes et les potages qui vont émerger dans leurs préférences. À l'inverse, on voit une quote-part des protéines, viande, poisson, qui va être un peu moindre par rapport à des seniors autonomes. Et en ce qui concerne les préférences alimentaires, on a noté quand même qu'il y avait des évolutions dans les goûts observés pendant l'étude qualitative. Il y en a certains qui expriment quand même, c'est revenu quelques fois, un désintérêt croissant pour tout ce qui est viande rouge et abats. Simplement parfois par préférence, du fait que voilà, elles changent de goût, mais aussi par manque d'envie de les cuisiner. Il y a aussi une tendance, donc là j'insiste sur une tendance parce que ça concerne une minorité, mais à réintégrer les féculents dans les habitudes alimentaires. On a eu un verbatim qui est assez intéressant. Donc je fais plus de féculents qu'avant. À l'époque, pour ne pas grossir, on supprimait le pain, les pâtes et les pommes de terre, mais c'est indispensable dans l'alimentation, les féculents, mais j'en mange modérément. Donc voilà, ça c'est aussi quelque chose qui est typique de cette population et qu'on souhaitait relever aujourd'hui. Donc, on a vu qu'on est sur des populations de seniors autonomes. Là, je suis uniquement sur cette cible-là qui ne saute pas des repas. Hein. Pour eux, le déjeuner et le dîner sont des repas très présents dans leur quotidien. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est une génération qui organise encore ses repas avec plusieurs étapes. On n'est pas comme sur un phénomène des jeunes générations qui va se centrer sur le plat principal. Alors bien sûr, il est majoritairement présent, mais on voit aussi encore une grande part des entrées qui vont être présentes. Hein. Dans 3 cas sur 10, on a une entrée, ce qui est atypique par rapport à la population française qui a tendance à vraiment faire sauter ce moment. On a aussi dans 1 cas sur 2 un plateau de fromage qui va être présent et dans 8 cas sur 10, un dessert. Donc, on a beaucoup d'étapes qui va constituer ce moment du déjeuner. Ce déjeuner, il a l'air d'être beaucoup plus complet que le dîner. Et on verra d'autres éléments aussi pour appuyer le point. C'est qu'on voit que cette structuration, on la retrouve sur le dîner, mais vous voyez qu'il y a un peu moins d'entrées. Seulement dans 26% des cas, une entrée au dîner, alors que c'était dans 34% sur le déjeuner. Un peu moins de plateau de fromage aussi et un petit peu moins de dessert. Par contre, un tout petit peu plus d'apéritif, mais ça va être une tendance qu'on va retrouver dans la moyenne française, de plutôt avoir cette pause du soir. Et à ce niveau-là, en effet, l'alimentation, elle est importante pour les seniors. Du fait de 2 choses, il y a 2 grands thèmes qui sont revenus. Le fait que l'alimentation, pour eux, c'est un pilier pour vieillir en bonne santé, mais aussi, en effet, on retrouve ça le fait que ça donne de la structure à la journée. Par exemple, on a une femme qui nous dit c'est important, ça rythme la journée et ça t'oblige à avoir une activité régulière. Donc, on l'a vu en introduction, hein, ils achètent beaucoup de produits bruts, ces seniors autonomes. Et en fait, ça s'explique parce qu'ils ont une part du fait maison qui est très importante, que ça soit au déjeuner, au dîner. Si vous regardez en haut à droite, le petit tableau, vous voyez que dans 88% des cas, leur plat principal du déjeuner, c'est fait maison. Seulement dans 12% des cas, on va avoir du tout prêt. À l'inverse, sur le dîner, on va avoir une quote-part encore importante du fait maison, mais vous voyez qu'il y a un peu plus de tout prêt. On a cette envie sans doute d'être sur quelque chose d'un peu plus pratique à préparer, un peu plus léger aussi, comme on a pu le voir sur le slide d'avant. Et ça se retrouve sur les ustensiles qu'ils vont utiliser tout simplement pour cuisiner. Sur le déjeuner, vous allez retrouver des casseroles dans 41% des cas. Donc, ce que vous voyez en rouge, ils vont utiliser une casserole au déjeuner. Dans 28% des cas, ils vont utiliser une poêle, une sauteuse. Alors qu'à l'inverse, sur le dîner, on va retrouver plutôt des ustensiles qui permettent de réchauffer. Dans 54%, donc en violet, vous allez retrouver le four, alors que c'est que 22% au moment du déjeuner. Vous allez retrouver l'autocuiseur, vous allez retrouver du grille-pain. On va voir plus tard qu'ils sont adeptes notamment de croque-monsieur. Donc, on a cette notion aussi de praticité, un peu plus de tout prêt et sans doute beaucoup plus de réchauffage qui va se faire du coup le soir. Et par rapport à ça, nous, dans l'étude qualitative, on a réservé une bonne partie à leur environnement de cuisine. Aujourd'hui, on peut dire que la grande majorité des seniors ont une cuisine qui leur convient, qui est confortable pour eux, accessible, ergonomique. C'est vrai qu'ils utilisent beaucoup tout ce qui est équipement de cuisson traditionnel, donc plaques, four, cocotte, poêle, et aussi les petits appareils du quotidien comme une bouilloire, la cafetière.
Et on a un avis mitigé autour des robots multifonctions. Il y en a certains qui les intègrent volontiers dans leur quotidien et d'autres qui trouvent ça plus superflu et qui restent sur une cuisine un peu à l'ancienne. Qu'est-ce qu'ils mettent dans leur assiette, du coup, ces seniors, que ce soit au déjeuner ou au dîner? Donc, c'est intéressant de voir que le déjeuner, on a une importance de la protéine qui va se retrouver. Dans un plat sur deux, vous allez avoir un plat à base de viande. Ensuite, vous allez avoir du poisson. Et très vite, on va retrouver sur des petits plats qui vont émerger, un peu de plats à base d'œufs, etc., à base de riz. Et ce que vous pouvez voir, c'est qu'on a beaucoup plus de diversité sur le dîner. On va retrouver une quote-part de la protéine qui est beaucoup moins importante. Donc là, on retrouve cette idée d'un repas plus simple, peut-être moins fastidieux à préparer, aussi plus léger. C'est que dans deux cas sur 10 qu'on va retrouver de la viande. Mais on va retrouver l'émergence du potage, qui va être plus léger aussi pour eux, mais aussi des quiches, des tartes, de la salade, des sandwichs, des croque-monsieur. Donc, on a des choses un peu plus diversifiées le soir qui vont émerger dans l'assiette des seniors. Mais on reste sur cette notion de plus léger, de plus facile à préparer. Et ça se retrouve totalement aussi dans les retours qu'on a eus dans l'étude qualitative. Même les seniors nous disent attendre davantage le repas du midi, parce qu'en effet, c'est un repas qui est plus structuré et complet. Et donc, forcément, ils éprouvent plus de plaisir à le consommer. Si on les interroge maintenant sur les difficultés qu'ils peuvent rencontrer, que ce soit sur la préparation des repas ou les courses, je veux bien que tu m'affiches l'ensemble, s'il te plaît, Mathilde. Ce qu'on va retrouver sur nos seniors autonomes sur la gauche, c'est que la principale difficulté pour un tiers d'entre eux, c'est des idées de recettes. Donc, c'est ce que je pense qu'on vit tous au quotidien. C'est qu'est-ce que je vais pouvoir préparer à manger. Surtout que c'est des gens qui prennent, il faut l'avoir en tête, leurs 2 repas à domicile, donc, et le déjeuner et le dîner, alors qu'on a quand même une tendance, quand on est actif, à prendre le déjeuner en extérieur. Après, les autres difficultés, elles vont être assez anecdotiques. La digestion des aliments, l'hydratation, la variété, on va avoir des attributions qui vont être moins fortes. En revanche, les seniors aidés, on va avoir beaucoup plus de difficultés qui vont émerger, qui vont toucher à ce manque d'autonomie, tout simplement des personnes qui ont du mal à couper, à éplucher eux-mêmes leurs fruits et légumes, qui ont du mal à ouvrir certains emballages. Donc ça va être pour 42% d'entre eux. Et pour 40% d'entre eux quand même, on a aussi cette notion de diminution de l'appétit. Donc ce qui peut sans doute expliquer aussi des prises plus petites au moment des repas principaux qui vont se compenser par des pauses plus fréquentes. Ensuite, bien sûr, qui dit cuisiner, dit rester debout, dit se déplacer dans sa cuisine. Donc, ça peut être aussi des difficultés qu'ils rencontrent pour 35% d'entre eux. Et on retrouve cette notion aussi de faut varier, il faut avoir des idées. Donc, c'est plus compliqué d'aller trouver la diversité. Et les seniors aidés, quand on leur demande du coup quel type de repas ils vont consommer, donc là aussi, on va retrouver une grande présence des repas cuisinés à base de produits bruts, pour quasiment 80% d'entre eux. On a toujours cet attachement à un repas qui est fait avec des produits frais, des produits bruts, à quelque chose de très traditionnel. Mais on va avoir des parts plus importantes quand même de plats tout prêts, de plats préparés à base de surgelés ou de conserve, de plats tout prêts achetés en supermarché qui va émerger plus fortement que chez les seniors autonomes. Vous voyez là avec les 2 carrés violets sur le slide. Et on va aussi avoir l'émergence de services de portage. Du coup, pour quasiment un tiers d'entre eux, ils ont recours de façon régulière à un service de portage. Vous le voyez là avec le petit rond noir, des repas livrés, donc de type saveur et vie, etc. Et justement, en troisième partie, on va aller creuser notamment ces dispositifs et ces solutions auxquelles peuvent avoir accès ces seniors non autonomes. Et on va aller un cran plus loin sur les difficultés qu'ils doivent affronter au quotidien pour leur alimentation. Là aussi, je veux bien que tu affiches tout comme ça, vous verrez le tableau dans son ensemble. Donc là, on avait proposé 4 grandes solutions disponibles aujourd'hui pour nos 2 cibles, que ce soit des repas prêts à l'emploi, des services de livraison à domicile, des consultations de professionnels de santé ou l'utilisation d'applications mobiles pour avoir des conseils en nutrition. Et on leur avait demandé du coup l'utilisation qu'ils pouvaient faire de ces différentes solutions disponibles pour les aider dans leur alimentation. Ce que vous voyez, c'est que notre cible autonome n'est pas du tout adepte de ces solutions pour le moment. Il n'en éprouve pas le besoin. Des repas prêts à l'emploi, oui, un petit peu, mais quand même 60% à nous dire jamais.
Donc seulement un sixième d'entre eux vont le faire un peu en dépannage. Les services de livraison et la consultation professionnelle de santé, ils sont une très forte majorité à dire qu'ils ne font pas appel. Et enfin, les applications mobiles aussi, on va avoir 3/4 d'entre eux qui vont nous dire ne pas les utiliser. Et du coup, le quart restant qui va dire oui, très ponctuellement, je peux y avoir recours. Nos seniors non autonomes, eux, par contre, je vous l'ai dit précédemment, beaucoup plus de recours à des repas tout prêts à l'emploi, qui vont acheter notamment en grande surface alimentaire. Donc, quasiment la moitié d'entre eux, du coup, achètent de façon fréquente ce type de solution. On reste encore sur une fréquence un peu moindre des services de livraison. On l'a vu, c'est un tiers d'entre eux, on le retrouve ici. Et un quart seulement va faire appel à un professionnel de santé. En revanche, les applications mobiles ne sont pas une solution à leur proposer. Le manque d'autonomie, clairement, les empêche de se connecter sur ce type de device. Les seniors autonomes, donc on l'a vu, encore peu séduits par le portage des repas à domicile. Ils sont 80% à dire ne pas être intéressés par cette solution. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'ils tiennent à leur autonomie. Ils préfèrent cuisiner eux-mêmes. Ils préfèrent choisir eux-mêmes leurs repas et les produits qu'ils vont utiliser pour mettre dans leur plat. Et en fait, ils n'en éprouvent pas le besoin aujourd'hui. On est sur des personnes encore très mobiles. On ne vous l'a pas montré là, mais c'est des gens qui font encore beaucoup d'exercices quotidiennement, qui se déplacent beaucoup. Donc, pour ce qui est de gérer leur repas, il n'y a pas de souci. 20% d'entre eux seraient potentiellement ouverts à ces solutions de service, à ces services de portage. Mais en fait, c'est essentiellement pour trouver des idées. Ils ne savent plus quoi cuisiner pour la moitié d'entre eux. Ça revient souvent. Ça pourrait être aussi un poids en moins d'avoir à cuisiner comme ça 2 fois par jour. Donc, ça serait une solution peut-être un petit peu plus de complément pour leur apporter un peu de variété et les soulager un petit peu dans cette charge. Pour la cible de non autonome, excuse-moi, un tiers d'entre eux sont totalement réfractaires. Donc là, il va falloir trouver des solutions pour les ouvrir. En fait, ils ont complètement peur d'être dépendants. Ils ne veulent pas perdre leur dépendance en faisant appel à ce type de service. 2 tiers d'entre eux, par contre, seraient complètement ouverts à ces solutions de partage de repas. Mais il faut savoir qu'il y a 2 freins majeurs à lever. Le premier frein, il est budgétaire. Donc là, c'est une réflexion à avoir, bien sûr, autour du coût. Et le deuxième frein, à même hauteur, c'est cette perte d'autonomie. Il faut leur donner quand même l'impression, ou en tout cas trouver des solutions pour qu'ils aient une autonomie dans les choix. Ils ont envie de choisir le produit, ils ont envie de choisir le repas, ils ne veulent pas que ça leur soit imposé parce que ça les potentiellement met de côté et c'est mal vécu par eux. Et en effet, quand on interroge les seniors autonomes, donc là j'insiste, on est bien sur les seniors autonomes, sur leurs principales inquiétudes par rapport au portage, la première chose qui revient, c'est tout ce qui concerne le goût, la variété des recettes proposées et l'assaisonnement. Donc voilà, vous avez quelques exemples de verbatim, pardon. Ils ne salent pas beaucoup, ils ne mettent pas beaucoup d'épices en général. Le goût, que ce ne soit pas terrible. En deuxième point, on a aussi tout ce qui est qualité, origine des produits, qui est très important pour eux. Par exemple, je pense que je perdrais en qualité dans l'origine des produits. Et il y a aussi la méconnaissance un peu de ce type de service, donc les ingrédients inconnus, tout ce qui est allergie, risque sanitaire qui peut présenter un frein. Et là, justement, si on repositionne dans son ensemble les solutions de portage par rapport à d'autres types d'aides dont pourraient avoir besoin donc ces seniors non autonomes, on se rend compte que leur première demande, c'est d'avoir de l'aide pour faire leurs courses. 80% d'entre eux, en fait, disent qu'ils en auraient besoin, que ça pourrait les aider dans leur quotidien. Donc, c'est l'aide principale demandée. Et on retrouve ensuite, donc pour un peu plus de la moitié d'entre eux, en effet, des repas livrés tout près à leur domicile, donc soit sous barquette, soit sous forme de casserole à réchauffer où ça servirait eux-mêmes. C'est les 2 carrés orange que vous voyez. Par contre, ce qui va beaucoup moins ressortir, et ça va complètement dans la même veine que ce qu'on vous disait tout à l'heure, ça va être des conseils de nutrition, des accompagnements de diététiciens ou même des robots ménagers pour pouvoir cuisiner eux-mêmes. On reste sur des attributions assez faibles sur ce point. Et pour finir, on voulait interroger quand même ces seniors autonomes sur la connaissance qu'ils avaient d'un point de vue nutritionnel de leurs besoins.
Ce qu'on peut constater, c'est assez intéressant, c'est qu'on est un peu sur un moite-moite. Il y a la moitié qui ont l'air d'avoir une bonne connaissance de l'impact que peut avoir l'alimentation sur différents points de leur vie, sur la gestion de leur poids, sur la prévention des maladies, sur leur mobilité. Mais vous avez aussi l'autre moitié qui n'en a pas du tout conscience. Si on prend un chiffre assez marquant, c'est qu'on voit que 39% d'entre eux n'ont pas conscience que l'alimentation peut avoir un impact sur leur autonomie. Vous avez 28% d'entre eux qui n'ont pas conscience que l'alimentation peut avoir un impact sur leur niveau d'énergie au quotidien, que ça peut avoir aussi un impact sur la gestion des maladies chroniques. Donc là, il y a un enjeu de pédagogie, il y a un enjeu de prévention de cette population, puisque la moitié d'entre eux, aujourd'hui, c'est les autonomes et les non-autonomes de demain, il ne faut pas l'oublier, n'ont pas conscience de l'importance de l'alimentation. Pour autant, quand on leur demande sur cette liste fermée ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, c'est des seniors qui ont quand même tendance, qui sont très majoritairement sensibles au fait qu'ils sont à un âge où il faut être dans la modération, contrôler des excès. Donc, dès qu'on parle d'alcool, de sucre, de sel, là, ils sont quand même la quasi-totalité à avoir conscience qu'il faut faire attention. Par contre, il y a des idées reçues qui peuvent avoir un impact ensuite sur une couverture de leurs besoins nutritionnels. C'est que vous en avez quand même 76% d'entre eux qui pensent qu'à leur âge, il faut manger moins pour éviter de prendre du poids. Et vous en avez plus de la moitié aussi qui pensent qu'en vieillissant, il faut moins manger. Donc ça, c'est des points, des idées reçues auxquelles il faut faire attention pour accompagner du coup ces seniors autonomes qui sont non autonomes de demain pour qu'ils continuent à s'alimenter correctement. En revanche, sur des points d'hydratation, sur des points de produits laitiers, de présence de la viande, on voit qu'ils sont quand même assez peu nombreux à penser qu'il faut les retirer de leur assiette. Merci beaucoup Nathalie, Mathilde. Ça a été très dur pour nous de sélectionner les messages qu'on voulait partager. Je vous rappelle que vous pourrez télécharger les résultats sur notre site internet de façon encore plus exhaustive. De façon plus exhaustive. Et moi, je vais vous proposer de conclure avec une conclusion qui va élargir à des recherches de solutions ou en tout cas des pistes de réflexion. C'est ce qu'on a appelé dans notre rapport matière à penser, c'est-à-dire de dire et donc ça veut dire quoi pour nous qui sommes professionnels de santé, qui sommes des personnes à l'Institut Nutrition qui pouvons développer des programmes de prévention primaire. Comment est-ce qu'on traduit cette connaissance qui émerge pour se mettre en route. Alors, on a identifié 5 points clés, dont le premier point, c'était vraiment la justification de pourquoi on doit sans tarder s'intéresser à l'alimentation au domicile. C'est parce que le risque de dénutrition est réel et derrière ça, la perte d'autonomie et donc ce fameux mur démographique où de toute façon les seniors ont envie de vieillir au domicile et qu'il va falloir trouver, notamment grâce à l'alimentation et aussi l'évolution des services qu'on peut proposer à domicile, il va falloir proposer des offres plus adaptées sans risquer de les stigmatiser, sans risquer d'être trop d'avoir un rapport à l'agisme qui soit peu ajusté. Donc, il y a quelque chose d'assez fin à essayer de mettre en place, mais on sait que vraiment l'activité physique et la nutrition seront les remparts à la perte d'autonomie, quoi. Notre deuxième point, donc c'est la synthèse de ce qui vient de vous être présenté. On a vu qu'il y avait un rythme alimentaire qui, de façon générale, que les seniors soient plus ou moins autonomes, était régulier et qui précisément rythmait leur journée, mais que de façon généralisée, même si c'est encore plus vrai pour ceux qui perdent en autonomie, il y avait cette notion de pause régulière, de pause alimentaire régulière. Et donc, ça, c'est intéressant parce que quand on a regardé aussi qu'est-ce qui composait la pause, en général, il y a une boisson, une tisane, un jus d'orange, mais il y a aussi des biscuits sucrés
il y avait plus de sucré que de salé, que ce soit le matin, l'après-midi, le soir. Je crois qu'il y a aussi 7% qui prennent une collation la nuit. Donc ici, il y a un enjeu vraiment à se questionner sur le contenu des pauses et de se dire finalement si ça se déplace des repas principaux vers du fractionnement et vers des prises alimentaires isolées, qu'est-ce qu'on peut proposer comme offre alimentaire qui soit adaptée et qui soit intéressante d'un point de vue énergétique. Alors, de l'énergie, il y en a dans les biscuits, mais en même temps, c'est pas des protéines. Voilà. Donc pour moi, il y a un challenge ici pour les industriels de venir travailler l'offre de snacking. Ensuite, on peut imaginer. Non, j'ai encore des trucs à dire. Comme je vois qu'on a un petit peu le temps. En plus, moi, je pense qu'il y a des choses qu'on a testées, mais peut-être que les concepts n'étaient pas complètement clairs. Je pense que comme il y a parmi les plus autonomes une réticence à donner la main à l'autre par des plats préparés ou par du portage à domicile où je ne vois pas comment c'est préparé, ce n'est pas moi qui prépare, je pense qu'on a ce qu'on avait appelé un peu le prêt à cuisiner, des kits prêts à cuisiner. C'est-à-dire qu'en fait, je garde le plaisir de cuisiner et en même temps, c'est livré chez moi et j'ai tout ce qu'il faut pour faire le plat. Et je pense qu'il y a des solutions comme ça intermédiaires qui devraient gagner du terrain, mais qui ne sont pas encore dans leur champ d'appréhension. Ce n'est pas des choses qui ont été aujourd'hui préemptées quand on les a sollicitées. Aujourd'hui, ils ont peu de nuance entre guillemets, c'est soit du plat tout préparé et ça j'aime pas, que ce soit portage ou que ce soit moi qui réchauffe, enfin j'aime pas, j'aime moins que ce que je fais maison, soit je fais tout moi-même. Et je pense que la nuance va en fonction des capacités résiduelles restantes des personnes, va être aussi une part importante pour les aider à maintenir une bonne alimentation. Et pour le dîner, c'est un petit peu la même réflexion, je trouve, que sur la partie pause et snacking. C'est vraiment de se dire, tiens, dans la mesure où ils sont plus fatigués et qu'ils ont plus tendance à réchauffer, à manger des restes, est-ce qu'on peut leur proposer des plats du soir bien équilibrés avec de l'information sur le sourcing? Enfin voilà, en tout cas, c'est vraiment de la matière à mâcher et à réfléchir, je pense, collectivement pour bien jouer notre rôle d'industriel ou d'intervenant au service du domicile des seniors. Le troisième point clé, donc on l'a vu, préfère la cuisine maison à partir de produits frais, pardon. C'était une donnée qui était quand même assez surprenante, je trouve, parce que peut-être que je m'exprime d'une génération où ça peut être un peu vécu comme une contrainte parfois, et pourtant je suis nutritionniste, de cuisiner. Là, on sent et on a eu des éclairages d'une sociologue, on sent que c'est totalement dans leur génération, dans leur culture, et qu'ils ne se posent pas la question, c'est chouette, c'est bon, je sais faire. Il y a eu de la transmission de savoir-faire, et donc effectivement, c'est intéressant pour la partie des plus autonomes, et pour ceux qui ont le besoin d'aide. Là, je trouve qu'il y a un appel vraiment à responsabilité des services au domicile pour les personnes âgées de faire avec, c'est-à-dire de venir cuisiner avec, c'est-à-dire de ne pas faire pour, mais de faire avec le senior pour lui permettre de maintenir des capacités et en même temps de ne pas être seul à réaliser une tâche parce que c'est trop fatigant. Donc voilà, ça aussi, c'est de la matière à penser. Quatrième point qui a beaucoup touché l'Institut Nutrition, on a dit, il y a un peu 50-50, il y a 50% des personnes dont on comprend qu'elles ont bien assimilé les messages de santé publique, de modération, mais aussi l'importance et l'intérêt de maintenir une alimentation saine, équilibrée et en quantité suffisante pour prévenir les risques de cancer ou même pour mieux supporter une chimio ou des choses comme ça. Mais on a quand même, et c'est déjà largement trop, 50%, enfin 1 sur 2, on a dit à peu près, qui, eux, ne voient pas le rapport. Alors, c'est vrai qu'on peut se questionner sur les libellés.
de se dire, est-ce que c'était assez clair, prévention des maladies chroniques. En fait, on se parlait de surpoids, de diabète, de cancer, effectivement. En fait, c'est tout à fait capital. Et c'est ça qui va faire la différence quand il y a une maladie qui va poindre, de se dire, en fait, l'alimentation, ça va vraiment être le partenaire clé pour permettre de traverser cette difficulté au niveau de la santé. Et du coup, le fait qu'il y ait une personne sur deux qui soit un petit peu sur le bord de la route sur ces sujets-là, on peut imaginer que c'est peut-être parmi ceux qui ont le moins de moyens, c'est complètement de l'extrapolation pour le coup, mais du coup, il y a cette fracture nutritionnelle qu'on connaît bien pour les jeunes en situation de surpoids qui dépend de la CSP de leur foyer. On peut extrapoler, mais ça m'appartient complètement au fait que ce soit aussi le cas pour les seniors. Et donc, chez cette population, c'est encore un peu la double peine. C'est-à-dire que déjà, ils ont moins accès à l'information nutritionnelle, moins de connaissances et de compréhension du lien entre alimentation et santé, et peut-être moins de moyens pour bien se nourrir. Donc là, c'est un appel vraiment à se mettre ensemble pour développer des programmes de prévention primaire à destination aussi des plus précaires pour prévenir les risques de dénutrition, de cancer, de maladies chroniques qui viennent évidemment peser sur les coûts de santé publique, mais également sur le besoin de médicalisation du domicile. Et là, on a quand même un problème parce qu'on manque de bras pour le faire. Et puis enfin, le dernier point, c'est de bien les considérer de façon segmentée. Et il ne faut pas se tromper, et là, ça s'adresse plutôt aux équipes marketing, de se dire, il ne va pas s'agir de parler de prévenir la dépendance à des seniors autonomes. Il va falloir plutôt leur parler d'augmenter leur capital santé. Et encore, ça, c'est très premium comme notion. Mais il va y avoir un ton et une façon de s'adresser et de développer des offres et de s'adresser à cette cible à trouver pour ne pas les stigmatiser. Je pense qu'il y a plus d'ouverture du côté des seniors qui bénéficient de l'aide de leurs aidants, puisqu'on voit déjà qu'ils sont plus ouverts à des solutions toutes prêtes. Maintenant, je pense qu'il faut aller vers des accompagnements vraiment personnalisés. Et bien sûr, ça donne du fil à retordre aux professionnels du service à domicile. Donc, ce n'est pas parce que c'est compliqué qu'il ne faut pas le faire. Donc, moi, voilà, le message qu'on avait envie de porter à l'Institut Nutrition, c'est vraiment d'encourager des offres qui soient adaptées aux besoins spécifiques de chacune de ces sous-populations, sans stigmatisation, et qui viennent coller à leur rythme de vie, notamment sur la dimension de fragmentation de leur alimentation. Et donc, nous, à l'Institut Nutrition, on était super heureux d'avoir toutes ces pistes de réflexion, et on avait envie, avec Mathilde, de faire aussi un appel à bonne volonté. Si vous aussi, de là où vous êtes, ça vous a rejoint dans ce à quoi vous êtes exposé comme difficulté, l'Institut Nutrition ne s'arrête pas au baromètre de l'alimentation à domicile. Et donc, on va lancer en 2026 2 initiatives. La première, c'est de se mettre autour de la table pour venir penser les fondamentaux de ce que doit être l'alimentation des seniors au domicile demain, que ce soit en termes de services et d'offres alimentaires. Et encore, sur le volet de prévention, l'Institut Nutrition a développé une fresque de la dénutrition en EHPAD que l'on souhaite du coup adapter pour faire une fresque du bien vieillir à destination des seniors eux-mêmes ou de leurs aidants. Voilà, pour essayer de valoriser le rôle et l'impact de l'alimentation dans le bien vieillir au domicile. Donc, on va peut-être s'arrêter là pour prendre quelques questions. Mais sur la partie think tank, quand on va le lancer, on prendra la liste des personnes qui ont été inscrites à ce webinaire pour vous dire qu'on le lance et pour faire un appel à participation, c'est-à-dire à venir réfléchir avec nous et avec d'autres. Parce que maintenant qu'on sait, il faut se mettre en route. Je vous invite à poser vos questions dans le chat et Nathalie, Mathilde ou moi y répondront. Je
vois que vous êtes encore une belle proportion à être connectés. Merci Hassan pour ton message. Tu crois qu'il y a d'autres? Non, j'ai répondu au fur et à mesure. Okay. Il n'y en avait pas d'autres. N'hésitez pas à vraiment faire part de vos étonnements. Vous avez vu, il y a une partie vraiment un petit peu ambivalente entre c'est important pour moi l'alimentation, j'ai envie de bien manger, et le lien qui n'est pas forcément fait sur l'impact sur la santé. On a mentionné les compléments nutritionnels oraux pour le domicile, oui, sur les personnes aidées. Nathalie, est-ce que tu as... Est-ce que peut-être dans les slides, je ne sais pas si ça apparaît une part de la solution sur les slides qu'on a sélectionnés ou qu'on a recréés, parce que je pense que c'était dans les solutions ici. Ouais, complément nutritionnel de type hyperprotéique. Alors, c'est toute la difficulté d'être sur Internet parce qu'on ne peut pas expliciter notre propos. Si on avait mis complément nutritionnel oraux, ça n'aurait pas été particulièrement, je pense, mieux compris. On aurait peut-être pu mettre effectivement des marques. Mais en tout cas, c'est présent, ce n'est pas inconnu. Pour ça l'aiderait beaucoup 15% et 22%, ça l'aiderait un peu. Voilà un petit peu la place. Je pense qu'on a mis des marques. On avait mis des marques. C'est juste que là, oui, il y a la partie plus réduite. Mais... Super. Oui. Est-ce qu'il y avait d'autres éléments, Nathalie, qui te viennent en tête sur cette part-là? Non, sur cette part-là, il n'y avait que cette question pour moi. Oui, c'était traité ici. Quid du e-commerce chez les seniors? On a des données sur ça. Alors, je suis en train de regarder justement pour vous répondre en live. Alors, dans leurs achats, ça pèse à peine 2% de les volumes, le online. Alors, je parle bien de l'online alimentaire. Donc, en gros, c'est le drive pour la faire courte. Je ne parle pas du tout de l'online pour des produits non alimentaires, que ce serait la mode ou autre. Donc, ça reste quand même très petit par rapport à ce qu'on sait du reste de la population. On a un poids qui est beaucoup plus gros, qui est de l'ordre de 20 ou 30%. Rien à voir. Chez les seniors non autonomes, observe-t-on un rapport à la nourriture différent à domicile et en EHPAD? Avez-vous des comparaisons? Alors, il se trouve qu'à l'Institut Nutrition, on n'est pas centré sur l'alimentation des seniors et en même temps, ça fait partie d'un public qu'on a quand même beaucoup étudié. On a notamment une étude qui a été faite dès les premières années de l'Institut Nutrition sur le dîner en EHPAD. Qui est clairement les résultats de mémoire. C'est sûr que le dîner, notamment, il ne mange pas par plaisir, il mange par contrainte en EHPAD, alors que là, on nous a beaucoup souligné la dimension plaisir. Des comparaisons, dans un cas, on voit chez les seniors de 65 ans et plus qu'ils ont envie de garder la main. Bon, en EHPAD, ils n'ont plus du tout la main. Donc, je pense que ça fait une grosse différence. Et donc, ça, c'était le premier travail qu'on a réalisé sur le dîner des seniors. C'était ce que veulent manger mes aînés pour leur dîner, en libre téléchargement sur le site de l'Institut Nutrition. Et on est actuellement en Living Lab, c'est-à-dire en laboratoire d'observation sur le dîner, encore une fois, des seniors en EHPAD. Ça s'appelle Dinéos. Et on fait des focus group et on fait tout un tas de travail collaboratif où on pose la question aux seniors et on travaille ensemble à la recherche de solutions pour améliorer ce moment qui, encore une fois, est vécu. Les horaires sont un petit peu tôt, je ne sais pas toujours ce que je mange, etc. Donc oui, le rapport, il est différent en faveur d'une préférence pour l'alimentation chez moi. Et d'ailleurs, ce qu'on sait et qu'on a eu du mal à capter ici, c'est que ce qu'on entend, moi à l'EHPAD, ce que j'entends tout le temps, c'est ce qui est difficile pour l'EHPAD, c'est de faire un œuf à la coque, une tranche de jambon. Enfin, on ne peut pas leur proposer ça tous les soirs. Potentiellement, au domicile, c'est ce qu'ils font. Et donc, du coup,
voilà, oui, c'est différent et c'est très intéressant. Merci pour cette super question de pouvoir le mettre au regard. On pourra faire cet exercice éventuellement. Livraison de courses à domicile, oui, c'est peut-être différent. On n'a pas particulièrement... Non, c'est inclus dans les 2% que je vous ai cités. D'accord, c'est inclus. C'est Drive plus LAD, oui. Donc, Ok. ça reste très, très mineur, en effet. Ok. Merci pour les questions. J'essaie de voir, mais ça s'affiche un peu bizarrement. On a quelqu'un qui nous dit qu'il est surpris par le manque d'inspiration des seniors avec Internet et les livres. Alors ça, c'est un tiers seulement d'entre eux qui nous déclarent ça. Et pour info, c'est transgénérationnel, que ça soit la corvée des courses ou la corvée d'avoir des idées. Les gens disent qu'ils tournent quand même souvent avec les mêmes recettes. Ah oui, tout à fait. Moi, je ne suis pas surprise. Et c'est Moi vrai non plus. mais c'est ambivalent quand même par rapport à l'offre pléthorique d'aide, justement, pour ça. Mais voilà. Les seniors ont-ils connaissance des services de portage à domicile qui existent? Comment en ont-ils connaissance? J'imagine que des spécialistes du marketing et du commerce des services de portage à domicile sauraient mieux répondre. J'ignore comment ils communiquent auprès de leurs cibles. En tous les cas, je prends le commentaire d'après qui, à mon avis, va ensemble. C'est sûr qu'on n'entend pas beaucoup dans les médias parler de dénutrition. La dénutrition, ce n'est pas un mot qui est même connu, c'est-à-dire nutrition, alimentation, bien vieillir, on comprend. Dénutrition, les gens, je pense, ne connaissent pas forcément cette dénomination. Du coup, ça rend la prévention un peu difficile, potentiellement. C'est pour ça que nous, la fresque, on n'a pas prévu de l'appeler la fresque de la dénutrition. On a prévu la fresque du bien vieillir pour tourner en positif et pour une dimension qui les intéresse. Entrer par le risque d'être dénutri, voilà, c'est pas la bonne carte, à mon avis. Et pour ce qui concerne les services de portage, dans l'étude qualitative, on leur a tous posé la question, qu'ils connaissent ou pas. Et il y a quand même une majorité qui connaissait, mais sans en avoir une connaissance approfondie, qui connaissaient via leur travail parce qu'elles en avaient entendu parler ou via des proches qui utilisaient ce type de service. Bouche à oreille, alors. Ouais. Ok. C'est sûr, Laurence, qu'il va y avoir une évolution dans les pratiques, que ce soit au domicile et donc en EHPAD, où on va devoir réinventer la façon de nourrir les personnes vieillissantes. On peut faire le pari, mais peut-être plus Nathalie qui peut dire sur ça, sur se dire les nouvelles générations qui, quand ils auront 65 ans et plus, est-ce qu'on peut se dire que le online fera grandement partie de la solution? Alors oui, on le pense, et il faut savoir que de toute façon, on emmène toujours notre comportement avec nous en vieillissant. Donc, il faut aussi se dire que ce qu'on s'est dit aujourd'hui, notamment sur un repas très structuré avec beaucoup d'étapes, le côté très traditionnel d'un entrée, d'un plat, d'un plateau de fromage et d'un dessert, c'est des choses que dans 20 ans, on ne retrouvera sans doute pas. Parce que les générations d'une trentaine d'années ne structurent pas leur repas de la même façon. Donc, il va y avoir toute une évolution auquel il va falloir s'attendre. Donc, bien sûr, comment se sourcer? Est-ce que le digital va être de plus en plus présent? Et aussi, comment structurer nos repas. Florence nous demande si nos seniors sont quand même intéressés par une alimentation équilibrée. Qui veut répondre? Peut-être Mathilde, qui a passé beaucoup de temps au portage. De générale, je pense. De manière générale. Ouais, je pense que c'est plus de manière générale. Ouais, le goût, manger par plaisir, pour trouver du bon goût, c'est revenu tout le temps. Et on parlait plus de goût, en effet, que d'équilibre alimentaire. Après, on sent qu'on a des générations aussi qui ont un palais qui est beaucoup habitué à plein de produits différents. Quand on voit la pluralité de produits qu'ils consomment, ça aussi, ça risque de changer avec les générations. Donc oui, je pense que le plaisir et le goût est là et doit être au service après peut-être de l'équilibre vu qu'ils mangent un peu de tout. Enfin, j'extrapole peut-être, mais... Oui, tout à fait. Comment vendre et concevoir des produits alimentaires pour les seniors sans les stigmatiser? C'est un cas d'école que je soumets à partie du think tank. Je pense qu'il y a des nouveaux imaginaires à recréer et que c'est encore un autre sujet que celui qu'on a traité avec le baromètre, mais qui va être capital si on veut les aider par des offres en supermarché. Il va falloir qu'on comprenne ce qui fait qu'ils se sentent concernés et appelés à consommer telle ou telle catégorie alimentaire.
c'est un challenge, je pense. Hassan, malheureusement, j'adore ta question. On a la compo sur la partie repas au général, de quelle est la composition du repas en général, mais pas particulièrement celle du petit déjeuner. Est-ce que je me trompe, Nathalie? Alors, moi, je peux l'avoir, on ne l'a pas dans l'étude, mais on peut le sortir. Mais sachez que, en tout cas, ce que j'ai en tête de ce que j'ai pu faire là comme étude, la quote-part, par exemple, d'un petit déjeuner salé, vous allez avoir des œufs et du fromage, reste quand même très mineur encore aujourd'hui. Après, il faudrait aller regarder peut-être aussi tout ce qui va être prise de yaourt hyperprotéiné, peut-être regarder plus en détail et recréer un agglomérat. Donc ça, c'est des notions qu'on peut avoir. C'est vrai que ça peut aussi, bien sûr, faire partie de la solution. Alors, Corinne, effectivement, nous, on a un regard grand angle, enfin, pas grand angle, on a un éclairage d'un membre de notre conseil scientifique qui est Catherine Pinet-Fernandez, qui nous disait que même si hommes et femmes se déclarent intéressés par la cuisine et compétents, en fait, et c'est vrai qu'on le voit, et Nathalie va pouvoir nous le dire sur l'ensemble de la population, les hommes vont plutôt cuisiner pour le plaisir quand ils ont le temps, le week-end, et en fait, là, il y a comme une scission entre la cuisine du quotidien qui peut être un petit peu plus barbante et un peu plus contraignante et répétitive, et la cuisine un peu spectacle ou plaisir du week-end. Cependant, avant de te donner la parole, Nathalie, sur les idées reçues sur l'alimentation, par exemple, on a essayé de regarder si les femmes étaient plus préoccupées sur leur poids que les hommes, et on n'a rien vu de ce côté-là. C'est assez étonnant. Ça nous a un peu étonnés. C'est exactement ce que j'allais dire, donc je rien à ajouter. Sur les poids et tout, on a le même niveau de connaissance. On pourrait croire qu'on a une femme plus sensible, mais ce n'est pas le cas pour moi. Ok. Est-ce qu'il y a des formations pour le personnel à domicile comme les CRT? Je ne connais pas les CRT. Clairement, ça fait aussi partie de la solution. Et pour moi, le baromètre du bien vieillir pourrait demain s'adresser aussi à une population d'aidants professionnels. Donc, parce que c'est un support de prévention, et après, on comprend les liens, et après, on se met en chemin. Et après, on va devoir bientôt clôturer. Au sujet de l'exploration des recettes, est-il de croiser le niveau d'usage numérique et le taux d'utilisation digitale des plus de 65 ans, des plus de 60 ans? Alors, nous, notre étude, c'est 65 ans et plus. Et globalement, si on va rechercher, ça ne fait pas partie, tu peux remonter, ça ne fait pas partie, les conseils en ligne et tout, ça ne fait pas partie de ce qu'ils ont publicité. Ben là, il y en avait. Application mobile. Et de toute façon, cette information, on ne sera pas représentatif, nous, pour vu qu'on a les questionnaires qui se répondent en ligne. Et pourtant, même que je croise. Pourtant, voilà, on est pour ça que j'ai des gens actifs qui ont de l'activité, qui sont capables de se connecter sur un ordinateur pour répondre à un questionnaire. Et ils n'ont pas envie de le faire pour aller chercher des conseils nutrition et des idées recettes. Donc, c'est un peu un atypisme. Evelyne, abonnez-vous à notre newsletter et vous pourrez participer au think tank. Et bien sûr que la partie livraison à domicile, pour conclure, elle va pour un temps encore être limitée sur des zones urbaines. Et effectivement, mais de toute façon, on l'a testé aussi, hein, livraison à domicile, c'est pas un truc qui est monté, qui est ressorti comme très fort. C'est culturel, à mon avis. En dépit de l'aide que ça pourrait apporter, je pense qu'il y a quelque chose de culturel. Mais encore une fois, notre cible, elle était plutôt, même si elle est représentative de la population de 65 ans et plus, elle est plutôt plus urbaine et plus digitalisée que la Total Pop, parce qu'il y a un biais de recrutement. Et du coup, si sur cette population, ça n'a pas été plébiscité, on peut imaginer qu'en fait, on est encore plus bas. Je laisse Virginie taper sa réponse, sauf si c'est pour nous dire au revoir. Mais en tout cas, je ne sais pas si tu veux remettre la dernière slide sur le think tank. Voilà, nous, on sera heureux de mettre à disposition un rapport complet à télécharger sur le site de l'Institut Nutrition. Virginie, tous les gens qui sont inscrits au webinaire vont recevoir le replay du webinaire. Donc voilà, et après il y aura le rapport complet en libre téléchargement sur le site.
Merci pour vos questions, réflexions qui témoignent qu'il y a plein de gens impliqués qui réfléchissent à ça. Et rejoignez-nous pour le think tank. Et très, très bonne fin de journée à vous et bon appétit.